Au cours de ses 2 mandats, Barack Obama a voté une loi interdisant l'expulsion des migrants illégaux arrivés sur le sol américain. L'ex-président rêvait de pouvoir leur accorder un statut légal, puisqu'un projet de loi intitulé Dream Act avait même été déposé en ce sens. Eh bien, il n'en sera rien. Aujourd'hui, Donald Trump vient de s'installer dans le bureau ovale de la Maison-Blanche et tous les migrants s'inquiètent aujourd'hui de leur sort. On regarde. Juana et Inès sont étudiantes à l'université Hostas de New York. Longtemps, les 2 sœurs ont dû cacher leur passé. Je suis venue du Mexique ici quand j'avais 3 ans, avec ma sœur et ma mère. Nous n'avons pas vu ma mère pendant des jours lorsqu'elle a traversé le désert avec ma tante. Nous les avons retrouvées une fois qu'elles ont traversé la frontière. Étant sans papier, je n'ai jamais vraiment raconté mon histoire parce que j'avais peur de la réaction des gens. Les 2 sœurs peuvent désormais parler ouvertement de leur statut d'immigrés depuis que Barack Obama a fait passer le DACA, un décret permettant aux migrants arrivés aux États-Unis étant enfants de ne pas être expulsés. On les surnomme les Dreamers. Mais la perspective d'une présidence Trump ravive les craintes. Pendant la campagne, les propositions du candidat d'expulser des millions de personnes ont provoqué des contestations. Depuis sa victoire, le président élu a insinué dans une interview au Time que les Dreamers ne seraient pas expulsés. Mais la ligne dure du nouveau gouvernement sur l'immigration inquiète Juana et Inès. Le DACA nous a permis de nous sentir plus sûrs. Grâce au DACA, nous avons pu postuler à des emplois. Le gouvernement a toutes les informations nous concernant. Ils savent tout depuis notre arrivée à aujourd'hui et nous avons le sentiment qu'ils peuvent se servir de ces informations contre nous. Ils peuvent trouver nos parents facilement, séparer nos familles, car nous avons des frères et des sœurs nés ici. César Vargas a également bénéficié du DACA. Après des études de droit pour devenir avocat, il a dû se battre pendant 4 ans devant les tribunaux pour pouvoir pratiquer son métier étant sans papier. Aujourd'hui, César offre bénévolement ses services de conseil juridique à des migrants. Et s'il reste optimiste, il se prépare au pire. Nous avons créé un plan d'urgence où nous brossons un panorama de ce que les gens doivent savoir. Il y a une liste d'avocats, d'églises, où ils peuvent demander de l'aide ou des formulaires de procuration, juste au cas où un membre de la famille doit avoir la garde temporaire des enfants. César espère devenir un jour citoyen américain. Inès et Juana, de leur côté, poursuivent leurs études. Mais leurs rêves sont désormais tributaires des politiques que Donald Trump mettra en place. Et une autre promesse de Donald Trump qui menace les migrants mexicains, c'est celle de la construction du fameux mur entre les États-Unis et le Mexique. Sa construction qui devrait freiner l'immigration illégale des citoyens mexicains vers les États-Unis. Pour eux, les États-Unis, ça représente l'Eldorado. Alors, Andrea Benisti, bonjour. Donald Trump est décidé donc de construire ce mur. Est-ce qu'on a des détails sur cette mesure ? Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que Donald Trump est bien décidé à le construire, sa grande muraille, qu'il a appelée aussi The Great Wall. Elle est censée être construite sur 3144 km et se situerait sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Alors, l'objectif est bien de dissuader ou au moins d'empêcher toute les migrations vers les États-Unis. Le problème, c'est que l'infrastructure coûte cher. Elle coûterait environ 25 milliards de dollars ou environ 23,5 milliards d'euros. Les frais sont faramineux, surtout lorsqu'on sait que les États-Unis souffrent d'un déficit de 19 milliards de dollars. Donc pour pouvoir se financer, Donald Trump compte sur l'aide du Mexique. On regarde. Je ne me vois pas attendre un an et demi. Je vais lancer la construction. Le Mexique nous remboursera le coût de construction du mur de diverses façons. Cela arrivera, que ce soit une taxe ou un paiement. Ce qui est moins évident, mais cela arrivera. Donald Trump qui avait déjà maintenu cette position alors qu'il était encore en campagne en déclarant que le Mexique allait payer ce mur à 100%. Andrea, le Mexique est-il d'accord pour le payer ce mur ? Alors absolument pas. Valérie, que Donald Trump soit candidat ou président des États-Unis, le président mexicain Enrique Peña Nieto campe sur ses positions. Il ne financera pas la construction de ce mur. On l'écoute. Il est évident que nous avons quelques divergences avec le prochain gouvernement des États-Unis, comme ce mur que, bien entendu, le Mexique ne paiera pas.
Je peux cependant vous assurer que nous allons travailler avec le gouvernement pour avoir une bonne relation avec les États-Unis et son président et que cette relation sera bonne pour le Mexique et les Mexicains. Mais Andrea, l'élection de Donald Trump, est-ce qu'elle menace vraiment la situation des migrants seulement à cause de la construction d'un mur? Bien sûr que non, il y a aussi d'autres aspects, notamment l'aspect économique. On avait vu que dès l'annonce de l'élection du président Donald Trump, le cours du peso avait chuté brutalement, menaçant aussi les entreprises mexicaines près de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, des entreprises qu'on appelle les maquiladoras. Alors, l'effet de l'élection de Donald Trump s'est d'abord ressenti sur un plan économique, et face à l'intransigeance de Donald Trump sur le plan migratoire, les migrants ont décidé de ne pas baisser les bras et de continuer leur périple comme marque de résistance. C'est le cas d'Antonio Garcia qui est migrant du camp de Tijuana. On l'écoute. Si ce personnage, Trump, veut nous faire peur, alors bonne chance. Si nous, en tant que latinos, mexicains ou de n'importe quelle nationalité, nous laissons intimider par ce personnage, non, nous ne devons pas avoir peur, nous devons continuer. Voilà, alors Donald Trump a aussi promis l'expulsion de 2 à 3 millions de sans-papiers résidant provisoirement sur les territoires américains. Alors il cible principalement des migrants qui possèdent un casier judiciaire, mais si la mesure s'étend, elle menacerait environ 11 millions de migrants clandestins déjà présents aux États-Unis. Donc on l'a compris, malgré les mesures de rétorsion annoncées par Donald Trump, les migrants originaires du Mexique et d'ailleurs sont toujours prêts à risquer leur vie pour franchir la frontière avec les États-Unis. D'après les associations de défense des droits de l'homme sur place, eh bien, les candidats à l'immigration devraient continuer leur chance malgré le mur. Regardez. Un dernier repas avant de tenter l'impossible. Dans cette cantine gratuite côté mexicain, des dizaines de candidats à l'immigration clandestine aux États-Unis profitent d'un dernier moment de répit. On attend d'avoir un coup de chance, un passeur intelligent, capable de nous montrer le chemin. Le mur, passer la frontière, l'immigration, tout cela ne nous fait pas peur. Pour ne pas se faire remarquer, les migrants et leurs passeurs traversent le désert. Alors, pour les aider, ces bénévoles déposent de l'eau chaque jour le long des sentiers. Ici, personne ne croit en l'effet dissuasif du mur voulu par Donald Trump. Érige un mur de 15 mètres, je construirai une échelle de 16 mètres. La plupart des migrants quittent leur pays car ils sont désespérés. Pour eux, il n'y a pas de retour possible. Alors ils essaieront toujours de passer. Ici, la chaleur est écrasante, parfois fatale. Depuis juin dernier, au moins 86 personnes sont mortes dans le sud de l'Arizona. Les corps non identifiés s'entassent dans la chambre froide de la morgue la plus proche. Commence ici le lent travail d'identification à partir d'un morceau de peau tatoué ou des os d'un squelette. Par exemple, on voit que ici, les lombaires remontent, ici, ici et ici. Ce sont des signes qui apparaissent sur la colonne avec l'âge. Donc il s'agit certainement d'une personne relativement âgée. Les effets personnels, retrouvés sur les 2600 corps examinés depuis 15 ans, permettent le plus souvent de remonter la piste du défunt, de prévenir sa famille restée sans nouvelles. Nous faisons un petit geste de solidarité humaine dans un contexte où les migrants sont traités comme des boucs émissaires dans ce pays. Cela fait plus de peine d'entendre les mots de Donald Trump à propos des migrants que de voir la mort. Restent 900 corps jamais identifiés en 15 ans. 900 migrants dont l'identité s'est perdue entre le Mexique et les États-Unis. Parmi les associations, on est convaincu qu'un durcissement de la politique migratoire obligerait les migrants à prendre encore plus de risques. Et avant de quitter la Maison-Blanche, l'ex-président américain Barack Obama a pris une décision d'envergure concernant le régime spécial des Cubains aux États-Unis. Jonathan Serrero, expliquez-nous. Oui, une décision prise il y a une dizaine de jours de cela par Barack Obama, qui a donc mis fin à un dispositif en place depuis déjà plusieurs décennies, un dispositif qui accorde un permis de séjour aux immigrants clandestins cubains arrivés sur le sol américain. Ce régime spécial renvoie à une expression bien connue aux États-Unis, celle des pieds
sec et pieds mouillés, qui fait référence donc à ce régime qui obligeait jusqu'à la semaine dernière seulement à accepter les immigrants venus de Cuba qui touchaient terre en renvoyant vers l'île se trouvait en mer. Un régime en cours depuis 1966 et la guerre froide. À l'époque, les immigrants cubains se voyaient offrir des facilités d'immigration en Amérique avec la possibilité d'obtenir une résidence permanente en bout d'un an. D'accord. Et cette décision est le dernier pavé dans la mare lancé par Barack Obama à son successeur Donald Trump. Oui, même si elle met un frein à l'immigration venue de Cuba, elle tend à cimenter un peu plus l'accord de réconciliation opéré depuis le printemps 2016. Elle tend aussi à éviter de voir aussi donc Donald Trump remettre en cause cet accord. On le sait, le nouveau président des États-Unis n'est pas un chaud partisan du rétablissement des relations avec la Havane. De leur côté, les dirigeants cubains se félicite déjà de cette décision prise par l'ex-chef d'État américain, puisqu'il s'agissait de l'une des vieilles demandes et commandes du régime communiste faites aux États-Unis. Pour eux, ce régime spécial encourageait les Cubains à l'exil vers les États-Unis. On va écouter tout de suite la responsable cubaine chargée des affaires avec Washington et l'avis de 2 Cubains. On les écoute tout de suite. Avec l'adoption aujourd'hui de cette déclaration conjointe du nouvel accord de migration entre Cuba et les États-Unis, 2 problèmes liés aux relations migratoires entre les 2 pays ont été résolus. C'est vraiment dommage, surtout pour les Cubains, parce que c'était une très bonne porte de sortie pour nous. On est en difficulté s'ils l'abandonnent, c'est tout. C'est la meilleure chose qu'Obama ait jamais faite, retirer la politique des pieds secs, pieds mouillés, parce qu'au bout du compte, une amitié courte se crée entre notre pays et les États-Unis. On verra si les choses s'améliorent petit à petit. Alors il faut savoir que derrière ça, beaucoup de Cubains avaient déjà anticipé la décision de l'ex-président des États-Unis, Barack Obama. D'après un rapport commandé par le Washington Post, ils étaient près de 50 000 Cubains à avoir déjà émigré vers les États-Unis en 2016. Et hormis les migrants venus du Mexique et de Cuba, les États-Unis constituent aussi un Eldorado pour les personnes originaires d'Haïti. La crise économique au Brésil, terre d'accueil favorite des Haïtiens, les oblige à changer de direction et espérer pouvoir vivre un jour le rêve américain. Regardez. Vilenda, enceinte de 6 mois, prépare la petite Dani avant de la coucher dans ce refuge Tijuana au Mexique. Elles font partie des milliers d'Haïtiens qui ont voyagé ces derniers mois du Brésil jusqu'ici dans l'espoir de traverser la frontière des États-Unis. Un périple de 3 mois, estimé à $3 000. Vilenda a trouvé Dami en chemin, perdue à la frontière du Nicaragua et du Costa Rica. Elle a réussi à localiser ses parents par téléphone. Ils sont encore au Costa Rica. Alors en attendant de les retrouver, elle continue la route avec la petite fille qu'elle pense âgée de 3 ans. J'ai beaucoup de gens avec moi. Alors les gens font laisser la petite fille. Moi, je n'ai plus de cœur juste pour la laisser. Je l'ai pris. Après le tremblement de terre de 2010 en Haïti, l'essor économique et les facilités d'immigration du Brésil ont poussé beaucoup des survivants à s'y installer. Mais la crise économique et politique que subit le géant d'Amérique latine les pousse désormais à migrer ailleurs. Je n'ai pas réussi à travailler pour payer la maison. C'est difficile pour nous. C'est dur d'aider la famille. L'État mexicain de Basse-Californie a vu le nombre d'Haïtiens qui arrivent ici passer de 30 par semaine il y a quelques mois à 200 par jour ce mois-ci. Ils stagnent ici jusqu'à pouvoir rencontrer les autorités américaines, seules capables de leur ouvrir les portes des États-Unis. Les refuges locaux sont dépassés par la situation. Tijuana est devenu un entonnoir où les gens arrivent, mais peu repartent. Bénéficiant d'aide humanitaire depuis 2010, les Haïtiens ont pu entrer avec un statut spécial aux États-Unis ces dernières années. Mais une réforme du président Obama a récemment changé la donne. Ils sont désormais considérés comme n'importe quel autre migrant sans visa et susceptibles d'être renvoyés dans leur pays. Nous espérons qu'une fois que cette politique sera appliquée, il y aura moins de raisons pour que les gens viennent jusqu'ici. Pour Vilenda et Dami, l'heure est arrivée. Elles traversent la frontière vers les États-Unis. Leur cas doit encore être examiné,
Mais elles espèrent que cette étape sera la dernière de leur voyage et que la petite fille retrouvera ici sa famille.